À 17 ans, ma sœur adoptive m'a accusé de l'avoir mise enceinte. Ma famille m'a renié. Ma petite amie m'a quitté. Et moi, j'ai simplement disparu. 10 ans plus tard, la vérité a éclaté et ils sont tous venus pleurer devant ma porte. Je n'ai pas répondu. Salut, Reddit. Je n'aurais jamais imaginé être le genre de gars à venir ici pour raconter quelque chose comme ça. Mais après ce qui s'est passé il y a 10 ans, je crois que j'ai juste besoin de tout sortir, quelque part où les gens peuvent vraiment écouter. Ma famille m'a effacé de leur vie à cause d'un seul mensonge. Et maintenant, après tout ce temps, la vérité a enfin éclaté. Je ne cherche pas la pitié. Je veux seulement raconter comment tout s'est déroulé. Je m'appelle Jackson, j'ai 27 ans, et j'en avais 17 la nuit où ma vie s'est terminée sans que je meure pourtant. Ce samedi-là, ma famille s'était réunie pour l'un de ces grands dîners de week-end. Grands-parents, oncles, tantes, cousins, le paquet complet. Mes parents adoraient ce genre d'occasion. Ma mère brillait quand elle avait un public, elle parlait fort, riait, et adorait se vanter de la façon dont notre famille était unie. Mon père était dehors, en train de faire griller de la viande au barbecue, pendant que mon frère et moi apportions des chaises depuis le garage. Et puis il y avait Anne, ma sœur adoptive. Mes parents l'avaient ramenée à la maison quand elle avait 8 ans, parce qu'ils avaient toujours voulu une fille. Dès le premier jour, elle s'était parfaitement intégrée. Calme, polie, timide. Je l'aidais avec ses devoirs, je lui avais appris à faire du vélo, et je la défendais quand d'autres enfants se moquaient d'elle parce qu'elle était adoptée. Pour moi, elle avait toujours été simplement ma sœur. Mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Elle ne mangeait presque pas, triturait ses mains sans arrêt, avait l'air nerveuse. Je pensais qu'elle était malade ou fatiguée. Après le dîner, alors que tout le monde discutait dans le salon, elle s'est levée brusquement en tremblant et a dit qu'elle devait dire quelque chose à tout le monde. Je me souviens de sa voix, tremblante, au bord des larmes. Et puis elle a dit. Jackson. Il m'a forcé. Pendant quelques secondes, ça n'a même pas eu de sens pour moi. Personne ne bougeait. Le silence était si lourd qu'on pouvait entendre l'horloge du mur. Mon cerveau refusait de comprendre. Je croyais à un malentendu, une mauvaise blague, ou qu'elle s'était trompée de mots. Mais ensuite, elle a ajouté. Je suis enceinte. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, la main de mon père s'est abattue sur mon visage. Le coup a été si violent que tout est devenu blanc pendant un instant. Je suis tombé, sonné, les dents vibrantes, les oreilles sifflantes. Ma mère s'est mise à hurler comme si quelqu'un était mort. Mon frère secouait la tête, répétant d'une voix choquée. Jackson, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est dégueulasse. Papa, je n'ai pas, ai-je commencé, mais le deuxième coup est venu avant même que je puisse finir ma phrase. Espèce de salaud, a-t-il crié, le visage rouge, les yeux pleins de rage. Tu as couvert cette famille de honte. Anne pleurait dans les bras de ma mère, tremblante, disant qu'elle avait peur. Ma tante s'est approchée, l'a serrée contre elle et a murmuré. C'est fini, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. Mon frère, Jake, a fait un pas en avant et a craché par terre, près de mes pieds. Dégage d'ici, a-t-il grondé. Tu ne mérites même pas de respirer le même air que nous. J'ai regardé autour de moi, les visages que je connaissais depuis ma naissance. Personne ne me voyait encore comme un membre de la famille. Seulement du dégoût. Elle ment, ai-je dit, la voix brisée. Je jure sur ma vie qu'elle ment. Mais personne ne voulait m'écouter. N'ose pas prononcer son nom, a crié ma mère. Ne lui parle pas. Quelqu'un, je crois que c'était mon oncle, a appelé la police. Quand les agents sont arrivés, j'étais assis sur le porche, du sang à la bouche. L'un d'eux a demandé à mon père si j'étais le suspect. Il a simplement hoché la tête, sans même me regarder. Les policiers n'ont même pas été violents en me menottant. Je crois qu'ils voyaient que je n'étais qu'un gamin détruit, à moitié mort à l'intérieur. Mais monter dans cette voiture, avec les sirènes hurlantes, c'était comme être enterré vivant. Au commissariat, les questions pleuvaient. Quand cela s'est-il produit? Que faisais-tu ce soir-là? Elle t'a dit non? Je répétais sans arrêt. Rien ne s'est passé. Rien de tout ça n'est vrai. Au final, ils ne m'ont pas arrêté. Il n'y avait aucune preuve, rien. Ils m'ont laissé partir au matin. Je me souviens d'un policier qui a murmuré quelque chose à propos d'un cas statutaire. Anne avait 16 ans, moi 17, moins d'un an d'écart, mais il devait quand même suivre la procédure. Ils ont interrogé des gens, appelé une assistante sociale, vérifié les horaires sur nos téléphones. Et à la fin, il n'y avait rien contre moi. Ils m'ont simplement dit de rester disponible au cas où ils auraient besoin d'autres informations. Mais quand je suis sorti du commissariat, le monde entier était déjà au courant. Notre ville était petite. Au lever du soleil,
la moitié de la population m'avait déjà condamné. Je ne suis pas rentré directement chez moi. J'ai marché sans but jusqu'à ce que mes jambes cèdent. Quand je suis enfin revenu, toutes mes affaires étaient empilées sur la pelouse, vêtements, livres d'école, même mon sac à dos. Mon père se tenait sur le pas de la porte, comme un garde. Pars, a-t-il dit. Sa voix n'était plus pleine de colère, mais glaciale. C'en est fini pour toi. Papa, s'il te plaît, tu me connais. Je ne ferai jamais ça. Ne m'appelle pas papa. Tu n'es plus mon fils. J'ai essayé d'apercevoir ma mère à travers la porte, mais elle a détourné le regard. Elle tenait Anne dans ses bras, comme si la fille venait de survivre à un crime terrible. Jake a claqué la porte aussitôt. Je suis resté là, les mains tremblant tellement que j'arrivais à peine à attraper mon sac. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré. C'était Emma, ma petite amie. Nous étions ensemble depuis 1 an. Elle me connaissait mieux que personne. Sa voix tremblait entre 2 sanglots. Je te crois, Jacques. Je te jure que je te crois. Mais mes parents, ils ne me laisseront plus te parler. Ils pensent que c'est vrai. Ils ont dit que si je te revois, ils appelleront la police. S'il te plaît, ne rends pas ça encore plus difficile. Mais, Emma. Ai-je essayé de dire, et elle a commencé à pleurer. Je suis désolé, je ne peux pas les perdre. Puis elle a raccroché. Je suis resté là, à fixer l'écran du téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne. C'était la dernière fois que j'ai entendu sa voix. J'ai passé le reste de la nuit dans ma voiture, garée derrière une station-service, 2 villes plus loin. Je regardais à travers le pare-brise fêlé, suivant la pluie qui traçait des lignes tordues. En moins de 12 heures, j'étais passé d'un gamin normal avec une famille, une petite amie et un avenir, à un criminel aux yeux de tout le monde. Chaque fois qu'un phare passait sur la route, je croyais que c'était le camion de mon père. Je croyais qu'il allait venir me tirer de là pour finir ce qu'il avait commencé. Mais personne n'est venu. Quand le soleil s'est enfin levé, j'ai vu mon reflet dans le rétroviseur. Mon visage était couvert d'ecchymoses. Ma chemise encore tachée de sang. Et là, j'ai compris une chose simple mais définitive. Personne ne viendrait me sauver. C'est à ce moment-là que j'ai saisi. Ma famille ne s'était pas contentée de me chasser. Ils m'avaient effacé de leur existence. Cette pensée m'a pesé sur la poitrine comme une pierre. J'ai conduit toute la nuit, sans destination, sans plan, sans carte. Juste les vêtements que je portais, un sac à dos et $200 dans mon portefeuille. J'ai roulé jusqu'à ce que le voyant d'essence clignote en rouge. Le moteur a toussé près d'un panneau où l'on pouvait lire. Bienvenue à Maplewood. Je m'en fichais bien de l'endroit où j'étais. J'ai garé la voiture derrière un petit centre commercial à moitié abandonné. Mes mains tremblaient de faim et de froid. Depuis des jours, je ne vivais que de chips et de barres de distributeurs automatiques. De l'autre côté de la rue, j'ai vu une pancarte sur la vitrine d'un petit restaurant. Besoin d'aide. Je suis resté planté là, à regarder l'affiche, essayant de trouver le courage d'entrer. Quand j'ai finalement poussé la porte, la clochette au-dessus a tinté. Un homme se tenait derrière le comptoir, épaules larges, barbe grise, rides profondes sur le visage. « Je peux t'aider » a-t-il demandé, d'une voix aussi rugueuse que du gravier. J'ai, vu l'annonce, ai-je répondu. Je peux laver la vaisselle. Ou faire n'importe quoi, en fait. Il m'a regardé de haut en bas. Mes vêtements étaient froissés. Mes chaussures encore pleines de boue. Tu as déjà travaillé en cuisine? Non, monsieur. Il a grogné. T'as l'air affamé. Ça va, ai-je menti. Il a poussé un soupir et a hoché la tête vers l'arrière. Moi, c'est Andy. L'évier est au fond. Tu commences maintenant. Tu auras un repas après ton service. Et c'est tout. Pas de questions. Pas de paperasse. Juste du travail. La cuisine était petite, bruyante et étouffante. J'ai lavé des assiettes et des casseroles jusqu'à ce que mes mains soient à vif. Le premier repas qu'Andy m'a donné, c'était un demi-hamburger et des frites froides laissées par un client. Je m'en fichais. J'ai mangé comme si je n'avais rien avalé depuis des semaines. Quand le restaurant a fermé, j'ai essayé de rendre l'assiette et j'ai dit que je chercherais un endroit où dormir. Andy s'est essuyé les mains sur un chiffon et a dit. Il y a une chambre à l'étage. C'est pas joli, mais il y a un lit et une serrure. Tu pourras travailler pour payer plus tard. C'était le premier geste de bonté que j'avais reçu depuis des semaines. La chambre était minuscule, 3 mètres sur 3, peut-être avec un matelas taché, une ampoule qui clignotait et du papier peint qui se décollait. Mais c'était un toit au-dessus de ma tête. Et le sol ne bougeait pas. Je me suis effondré sur le lit et j'ai dormi 14 heures d'affilée. Les jours suivants, une routine s'est installée. Andy ne parlait pas beaucoup, mais lâchait parfois un « bon boulot ».
Et pour moi, ces mots valaient plus que toutes les excuses que je ne recevrais jamais. 2 semaines plus tard, un soir, je suis descendu pour fermer le restaurant et j'ai trouvé Andy assis au comptoir, lisant le journal. Il a levé les yeux et m'a demandé. « Garçon, c'est quoi ton histoire ?» Je me suis figé. « Comment ça ? Y a un routier de passage aujourd'hui. Il a dit qu'il avait vu ta photo dans un journal d'une ville voisine. Une histoire de famille, apparemment. » Mon estomac s'est glacé. J'ai commencé à trembler. « Ce n'est pas ce que tu crois. C'est faux. Ma sœur adoptive, elle a tout inventé. Je te jure, je n'ai jamais. » Andy a levé la main. « Calme-toi, gamin. Je m'en fous de ce qu'ils disent. » J'ai cligné des yeux, confus. « Tu, t'en fiches ?» Il s'est adossé au siège. « Tout le monde a une histoire. Tu es ici, tu travailles, c'est tout ce qui compte. Baisse la tête, fais ton boulot et reconstruis ta vie. Le reste finira par s'arranger. » Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ces mots. Pour la première fois depuis cette nuit-là, je ne me sentais plus comme un monstre. Plus tard, assis sur le bord du lit, je regardais les fissures du mur. Andy ne me connaissait pas, et pourtant, il m'avait donné une chance. Ma propre famille n'en avait pas été capable. Quelques jours plus tard, j'ai fixé la liste de contacts sur mon téléphone. J'ai hésité avant d'appeler chez moi, mais j'avais besoin d'entendre la voix de ma mère. Peut-être que le temps avait passé. Peut-être qu'ils avaient fini par comprendre la vérité. Elle a décroché au 3e appel. « Maman, c'est moi », ai-je dit doucement. Silence. « Jackson ? Oui, je voulais juste te dire que je vais bien. J'ai trouvé un travail. Je n'appelle plus ici, m'a-t-elle coupé. Sa voix tremblait. Ton père ne veut même plus entendre ton nom dans cette maison. Puis elle a raccroché. Je suis resté à fixer l'écran du téléphone jusqu'à ce qu'il s'assombrisse. C'était la dernière fois que j'ai essayé. Les semaines sont devenues des mois. J'ai travaillé dur et mis de côté le peu que je pouvais. Andy a commencé à m'apprendre de petites choses, comment réparer une fuite, ajuster un conduit, vérifier un thermostat. Apprends à réparer les choses, gamin, disait-il. C'est la seule façon de survivre. Une nuit, après avoir fermé le restaurant, la curiosité a fini par l'emporter. J'ai pris l'ordinateur portable et j'ai tapé le nom d'Anne. Elle était là. Souriante sur des photos, le ventre arrondi, entourée de la famille, tenant des ballons roses où l'on pouvait lire. C'est une fille. Ma mère se tenait à côté d'elle, fière, tenant un gâteau en forme de landau. Mon frère apparaissait dans un coin de la photo, souriant comme si rien ne s'était jamais passé. Ma gorge s'est serrée. Mon estomac s'est retourné au point que j'ai dû refermer l'ordinateur. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne serais plus jamais Jackson Smith. Après cette nuit-là, quelque chose en moi s'est éteint. Assez d'explications. Assez d'attendre que quelqu'un me croie. J'étais fatigué d'être le fantôme du garçon qu'ils avaient enterré. J'ai mis toute mon énergie dans le travail au restaurant. J'arrivais avant le lever du soleil et je ne partais que bien après la fermeture. Je réparais les fuites, je nettoyais les conduits de graisse, j'ai même appris à changer les filtres des vieux systèmes de ventilation. Andy l'a remarqué. Un après-midi, alors que j'essayais de déboucher l'évier, le bras plongé dans le tuyau, il m'a demandé. « Tu as déjà pensé à apprendre ça pour de vrai ?» Je l'ai regardé, confus. « Tu veux dire, la plomberie ?» Il a ri. « Non, plus grand. Chauffage, climatisation, ventilation, HVAC. Les gens auront toujours besoin de chaud ou de froid, gamin. C'est une compétence qui te nourrira toute ta vie. » La façon dont il a dit ça m'est resté dans la tête. J'en avais assez de laver des assiettes. Je voulais quelque chose qui dure. Quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. Quelques semaines plus tard, Andy est arrivé avec un prospectus d'un collège communautaire sur la route. « Cours du soir », a-t-il dit, en glissant le papier sur le comptoir. « Tu as le profil. Paie ce que tu peux. Je couvrirai le reste jusqu'à ce que tu sois stable. » Je suis resté longtemps à fixer ce papier. Personne, pas même ma propre famille, ne m'avait jamais offert une aide pareille. Le lendemain, je me suis inscrit. Les premiers mois ont été brutaux. Je travaillais 10 heures par jour au restaurant, puis je prenais le bus pour les cours du soir, luttant pour rester éveillé pendant les leçons sur les compresseurs et les serpentins. Chaque fois que je réparais quelque chose, quand l'air froid ressortait d'une bouche d'aération, quand un système brisé reprenait vie, je ressentais une décharge, comme si je me réparais moi-même, morceau par morceau. Andy continuait à m'encourager. Ne te contente pas d'être bon. Sois si bon qu'on ne puisse pas t'ignorer. Quand j'ai obtenu mon GED, j'étais déjà à mi-parcours du programme HVAC.
J'ai commencé à faire de petites réparations par moi-même chez Vendy, dans les conduits du restaurant, ou pour quelques clients réguliers. Quand le certificat est arrivé par la poste, Andy l'a accroché au mur du restaurant comme si c'était le diplôme de son propre fils. Pas mal pour un fugitif, a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. J'ai ri, même si ce mot me faisait encore mal. Avec son aide, j'ai réussi à économiser assez pour acheter un pick-up d'occasion et un ensemble d'outils de seconde main. J'ai quitté le restaurant et commencé à travailler à temps plein dans une entreprise locale de chauffage et de climatisation. Un après-midi d'été, un collègue nommé Derek a été accusé d'avoir volé de l'argent dans la cuisine d'un client. Le patron était prêt à le virer sur le champ. Mais quelque chose dans son regard, la panique, m'a rappelé le reflet que je voyais dans le miroir 10 ans plus tôt. Vérifie le conduit d'air, ai-je dit. Tout le monde m'a regardé sans comprendre. Je suis monté sur une échelle, j'ai retiré la grille, et là, il y avait l'enveloppe à moitié aspirée dans le système de ventilation. Le client avait probablement laissé l'argent trop près du conduit. Derek en avait presque les larmes aux yeux. Le patron s'est excusé auprès du client. Après ça, Derek m'a serré la main comme si je lui avais sauvé la vie. Andy a entendu parler de l'histoire par un fournisseur et m'a appelé ce soir-là. Beau travail, gamin, m'a-t-il dit. Tu n'as pas seulement réparé l'air, tu as réparé un foutoir. Et c'est ça, la différence entre les hommes et les simples mécaniciens. Cette phrase s'est gravée en moi. Les années ont passé ainsi, travailler, manger, dormir, travailler encore. C'était simple, prévisible, sûr. Mais parfois, la nuit, quand je rentrais chez moi, je ressentais un vide. Comme s'il y avait une vie entière enterrée quelque part dans le passé. Un soir, en faisant mes factures, j'ai rouvert un vieux compte que je n'avais pas touché depuis des années. Mes mains tremblaient pendant que je me reconnectais aux réseaux sociaux. Je n'aurais pas dû le faire. Ils étaient là. Ma famille. Souriante, riant, réunie devant un gâteau d'anniversaire avec une petite fille, sa fille, qui devait avoir environ 10 ans. Ma mère la tenait dans ses bras. Mon père les entourait de ses bras, comme si rien ne s'était jamais produit. Mon frère au fond, souriant, le même frère qui, un jour, avait craché à mes pieds. La légende disait. Joyeux anniversaire à notre petite fille miracle. La famille, c'est tout. La famille. J'ai continué à faire défiler les photos jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. Anne avait l'air heureuse, rayonnante, comme si elle n'avait jamais détruit la vie de qui que ce soit. J'ai refermé l'ordinateur et je suis resté là, dans le noir, tremblant. Pendant des années, j'avais imaginé qu'il s'était effondré sans moi. Mais non. Il m'avait simplement remplacé. Cette nuit-là, assis dans mon pick-up sur le parking après le travail, j'ai pris une décision. Je suis rentré chez moi et j'ai supprimé tous mes anciens comptes, chaque trace du nom Smith. J'ai coupé les liens avec le passé comme on coupe un fil usé. Le lendemain matin, j'ai déposé la demande officielle de changement de nom. Jackson Winter. C'était le nom de jeune fille de ma grand-mère, la seule personne qui m'avait montré une véritable gentillesse avant tout ça. Quelques semaines plus tard, quand les nouveaux papiers sont arrivés par la poste, je suis resté longtemps à regarder la photo. Le visage semblait différent, plus fort, plus sûr. Ce n'était plus un gamin. Ce jour-là, j'ai arrêté de fuir ce qu'il m'avait fait. Et j'ai commencé à construire quelque chose qu'il ne pourrait jamais détruire. 10 ans plus tard, j'avais ma propre entreprise. Winter Heating and Air. Quelques camionnettes, 3 employés, et une clientèle fidèle qui faisait confiance à mon travail. Mon entreprise n'avait rien de luxueux, mais elle était fiable. Ma vie, enfin, s'était stabilisée. C'était le début de l'été quand tout s'est à nouveau effondré. J'étais en train de réparer un vieux climatiseur derrière une boulangerie, la sueur coulant dans mon dos, quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt dans ma poche. Numéro inconnu, avec l'indicatif de ma ville natale. J'ai ignoré 2 fois. À la 3e, ça ne s'arrêtait plus. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et j'ai décroché. Ici Winter. Il y a eu un silence de quelques secondes. Puis une voix que je n'avais pas entendue depuis plus de 10 ans a répondu. Jackson. Ma poitrine s'est figée. Qui est-ce? C'est moi. Emma. Je suis resté paralysé. Le bruit du ventilateur, les sons de la rue, tout avait disparu. Emma, comment tu as eu mon numéro? Elle a soupiré. Je sais que je ne devrais pas appeler, mais je pensais que tu méritais de l'apprendre de quelqu'un qui croit encore en toi. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ma gorge s'est nouée. Anne a été arrêtée. J'ai cligné des yeux, sans comprendre. Arrêtée? Pourquoi? Pour mensonge, Jackson. Pour avoir accusé un autre homme, exactement comme elle l'a fait avec toi. Je me suis appuyé contre la camionnette, pris de vertige. Quoi? L'homme qu'elle a accusé cette fois s'est défendu.
Il a engagé un avocat. Ils ont enquêté. Et ils ont découvert qu'elle avait tout inventé encore une fois. Pendant l'interrogatoire, elle a fini par tout avouer. Elle a dit qu'elle avait menti cette fois-ci, et aussi il y a 10 ans. Les mots m'ont frappé comme un marteau. Pendant des années, j'avais imaginé entendre quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas comme je l'avais rêvé. Il n'y a pas eu de soulagement, seulement le vide. La voix d'Emma tremblait à l'autre bout du fil. Elle a dit à la police qu'elle était tombée enceinte après une nuit avec un dealer local, un certain Vernon. Quand elle lui a annoncé, il a disparu. Elle a paniqué et t'a accusé, parce que tu étais là, et que tout le monde t'a cru. Jackson, ton nom est blanchi. Officiellement. Je ne pouvais plus parler. Ma main engourdie tenait le téléphone. Je voulais juste que tu le saches. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps. Merci, ai-je réussi à dire, d'une voix presque éteinte. Avant que je ne dise autre chose, elle a murmuré. Je suis marié maintenant, j'ai des enfants. Mais je n'ai jamais oublié ce qu'ils t'ont fait. J'ai esquissé un léger sourire, même si elle ne pouvait pas le voir. Tu as été la seule à me croire, Emma. Tu n'as pas à te sentir coupable pour ça. On a parlé encore 1 minute, maladroit, ému. Elle a dit au revoir, et c'est tout. Je suis resté assis dans la camionnette pendant presque 1 heure, les yeux fixés sur le volant. Je ne savais pas si je voulais crier, pleurer ou rire. Mon nom était lavé, mais 10 ans trop tard. Le lendemain matin, les appels ont commencé. Numéro privé, puis email. Même la boîte de réception de l'entreprise a reçu un message avec pour objet. S'il vous plaît, rappelez-nous. La curiosité a fini par gagner une fois de plus. J'ai répondu à un numéro que je ne reconnaissais pas. Jackson, dit une voix tremblante. Je l'ai reconnu tout de suite. Ma mère. Ne raccroche pas, s'il te plaît, dit-elle précipitamment. Anna tout raconté à la police. On ne savait pas. J'ai raccroché. Ils ne savaient pas. Non, ils n'ont jamais voulu savoir. Cette semaine-là, un journal local m'a contacté pour une déclaration. J'ai refusé. Je ne voulais pas de gros titres. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais juste le silence. Mais le silence n'a pas duré. Mon frère a été le suivant à m'écrire. Il disait qu'il était jeune et idiot à l'époque, et qu'il espérait qu'on pourrait repartir de zéro. Puis est venue la messagerie vocale de mon père. On veut juste te voir, fils. On a fait des erreurs. Des erreurs. Oublier un anniversaire, c'est une erreur. Ce qu'ils ont fait, c'était un choix. Alors, au lieu de répondre, j'ai écrit des lettres. Mais pas celles qu'ils espéraient. Pas de pardon. Pas de mots doux. Juste la vérité. J'ai raconté les nuits passées à dormir dans la voiture, tremblant de froid. La chambre moisie au-dessus du restaurant. Andy, l'étranger qui m'a offert un toit quand ma propre famille m'a jeté dehors. J'ai raconté ce que ça faisait de brûler ma carte d'étudiant parce que le nom de famille me dégoûtait. J'ai raconté ce que ça faisait de les voir sourire sur des photos avec Anne et sa fille pendant que je lavais des casseroles grasses en échange de restes. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas seulement détruit ma réputation. Ils avaient tué ma maison, ma confiance et la paix qu'il me restait. J'ai terminé toutes les lettres de la même manière. Vous ne m'avez pas cru quand je disais la vérité. Maintenant, vivez avec ça. Je ne les ai jamais envoyés. Je les ai empilés dans une boîte à chaussures et rangés dans le tiroir du bureau. Cette nuit-là, assis à l'atelier à vérifier des factures, j'ai regardé autour de moi. Les outils, les camionnettes, le nom de l'entreprise peint sur le mur. Tout ce que j'avais construit de mes propres mains. Tout ce que j'avais perdu était parti pour toujours. Mais ce que j'avais bâti, personne ne pouvait me le reprendre. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus effacé. Je me sentais réécrit. Pas par eux, par moi. Mais la paix ne reste jamais silencieuse bien longtemps. Quand la vérité sur Anne s'est répandue dans la ville, les mêmes personnes qui m'avaient rejeté se sont soudainement souvenues que j'existais. Tout a commencé par un coup frappé à la porte de mon bureau, un après-midi comme les autres. J'étais en train de réparer un thermostat sur la table quand j'ai entendu une voix m'appeler. Jackson. Je me suis figé. Je me suis tourné lentement, et là, il y avait ma mère. Elle semblait plus petite, plus vieille, comme si la vie l'avait vidée. Les racines de ses cheveux grises, ses mains tremblantes tenant un plat recouvert de papier aluminium. J'ai fait ton plat préféré, dit-elle doucement. Poulet au riz. Tu adorais ça. Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. L'odeur m'a frappé et l'estomac s'est retourné. Je me suis souvenu de la dernière fois qu'elle avait préparé ce plat, la veille du jour où tout avait explosé. Je me suis levé lentement. Pourquoi tu es là? Les larmes ont commencé à couler sur son visage.
Je voulais juste te voir, et te demander pardon. On avait tort. Anne a menti. On le sait maintenant. Je me suis appuyé contre le comptoir. Vous avez 10 ans de retard. Elle a reniflé, tremblante. Je ne savais pas à qui croire à l'époque, elle pleurait, et ton père. Je l'ai coupé. Vous ne m'avez même pas posé de questions. Vous ne m'avez même pas laissé parler. Vous m'avez jeté dehors et interdit d'appeler. Elle a fait un pas vers moi. S'il te plaît, Jacques? Ne m'appelle pas comme ça, ai-je répliqué. Tu as perdu ce droit. Elle a reculé, comme si mes mots avaient été une gifle. J'ai désigné la porte. Il vaut mieux que tu partes. Elle a hésité, a déposé le plat sur le comptoir. Mange au moins ça, s'il te plaît. J'ai regardé la nourriture. Jette-la en sortant. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je n'ai rien ressenti. Ni colère. Ni tristesse. Rien. 2 jours plus tard, ce fut le tour de mon père. Je revenais d'une intervention quand je l'ai vu dehors, appuyé contre son camion, comme si de rien n'était. Il souriait, ce sourire maladroit de ceux qui essaient de réparer ce qu'ils ont brisé. « Salut, fiston. » Je n'ai pas répondu. « Tu t'en es bien sorti, hein? Entreprise, camionnette, employé, je suis fier de toi. »« Va droit au but, ai-je dit. » Sa mâchoire s'est crispée. « Ta mère ne va pas bien. Elle pleure tous les jours. » Je pensais qu'on pourrait s'asseoir, discuter, remettre les choses à plat. Remettre les choses à plat. J'ai presque ri. Tu m'as battu et jeté dehors. Tu m'as laissé sans toi. Tu as tout nettoyé cette nuit-là quand tu as dit que je n'étais plus ton fils. Il a soupiré, frustré. J'étais en colère. Tu dois comprendre, c'était une autre époque. Tout semblait si mauvais. Alors tu as frappé avant de poser des questions? Il s'est tendu. Tu n'as pas besoin de continuer à nourrir ta haine, fils. Ce n'est pas de la haine, ai-je répondu en sortant mon téléphone. C'est du respect de soi. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? J'ai appuyé sur un bouton. Sécurité. Il y a un homme qui traîne devant mon bureau. Blouson rouge. Son expression a changé aussitôt. Tu appelles la sécurité contre ton propre père? Tu n'es pas mon père. Tu n'es qu'un étranger qui a détruit ma vie. Le garde de l'immeuble voisin est arrivé quelques minutes plus tard et lui a demandé de partir. Mon père a juré en montant dans son camion, a claqué la porte et est parti en faisant crisser les pneus. Quand le silence est revenu, je suis resté assis à mon bureau, les yeux fixés sur l'endroit où il se tenait. Peu à peu, les rumeurs ont commencé à circuler à travers de vieilles connaissances. Ma famille se désintégrait. Mon père avait perdu son travail à l'usine après s'être emporté contre son supérieur, il avait failli être arrêté. Ma mère ne sortait presque plus. Les voisins disaient qu'elle était malade, épuisée. La femme de mon frère avait pris les enfants et s'était installée chez ses parents après avoir appris la vérité. Tout ce qu'ils avaient bâti, toute cette illusion de « famille parfaite » s'effondrait. Les gens aiment dire que le karma met du temps. Mais pour moi, il est arrivé exactement au bon moment. Un après-midi, mon employé Kevin est entré dans le bureau avec une petite boîte à la main. « Chef », ça traînait devant la porte. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines, avec mon ancien nom écrit sur chacune. Jackson Smith, d'une écriture tremblante. Sans expéditeur. Je n'avais pas besoin de les ouvrir pour savoir de qui elles venaient. Ma mère a toujours eu cette façon exagérée d'écrire. J'ai emporté la boîte à l'arrière, l'ai posée sur une étagère au-dessus des stocks, et je suis parti. Plus tard, assis dans le bureau, j'ai regardé par la fenêtre vers la boîte toujours là. J'ai pensé à toutes les phrases qu'elle devait contenir, excuses, justifications, peut-être des versets sur le pardon. Mais le pardon est un luxe réservé à ceux qui n'ont jamais passé des nuits à dormir dans une voiture en se demandant pourquoi personne ne les a crus. Je ne voulais pas de clôture. Je voulais de la distance. Alors je les ai laissées fermer. Toutes. Ils voulaient le pardon pour alléger leur conscience. Pas parce qu'ils le méritaient. Ils ne me voulaient pas. Ils voulaient la rédemption. Et je ne la leur donnerai pas. J'ai levé les yeux vers le ciel et murmuré pour moi-même. Ils m'ont effacé une fois. Maintenant, c'est à mon tour de les effacer, pour toujours. Je pensais que c'était la fin. Mais le passé trouve toujours un moyen de revenir. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe blanche, sans expéditeur. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Anne Williams demande à te rencontrer au centre pénitentiaire de Maple Ridge. Je suis resté longtemps à fixer cette lettre. Voir ce nom sur du papier me paraissait faux, comme s'il n'appartenait plus à ma vie. Je l'ai jeté à la poubelle. Puis reprise.
puis jeté de nouveau. Mais la pensée est restée. Pendant 10 ans, j'avais imaginé ce que je dirais si je la revoyais un jour. Peut-être que le moment était venu de le découvrir. Une semaine plus tard, j'ai pris la route vers la prison. 2 heures de trajet, au milieu de nulle part. Le garde à l'entrée a vérifié mes papiers, m'a laissé passer et m'a conduit dans une salle grise de visite. Une odeur de désinfectant et de vieux café flottait dans l'air. Je me suis assis à une table en métal, les mains posées sur la surface froide. Autour de moi, d'autres gens murmuraient, des épouses, des enfants, des parents. Des gens qui tenaient encore à ceux qui étaient de l'autre côté de la vitre. Mais moi, je n'en faisais pas partie. Alors elle est entrée. Et je l'ai à peine reconnue. Elle était plus maigre, presque fragile. La peau pâle, les cheveux tirés en arrière, le visage marqué et fatigué. La fille qui, autrefois, pleurait devant la famille en me traitant de monstre, n'était plus qu'un fantôme. Elle s'est assise de l'autre côté de la table. Ses yeux se sont levés un instant avant de retomber. « Merci d'être venu », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Elle tordait ses mains sur ses genoux. « Tu as changé », a-t-elle soufflé après un moment. « Tu as l'air plus âgé. »« Tu as l'air coupable », ai-je répondu. Ses yeux se sont emplis de larmes immédiatement. « Je mérite d'entendre ça. »« Non », ai-je dit calmement. « Tu mérites pire. » Elle a hoché la tête lentement, les larmes coulant déjà. « Je sais. Et je suis désolé. Pour tout. Pour avoir menti. Pour avoir détruit ta vie? Pour tout? Pourquoi, ai-je demandé, la voix basse mais ferme. Pourquoi moi? Elle a baissé le regard, la voix tremblante. Parce que c'était plus sûr de te blâmer. Tu étais calme. Tu ne te disputais jamais. Je savais que tout le monde me croirait, parce que tu étais, tu sais, le gentil, le facile à accuser. Et j'ai paniqué. Tu as paniqué et tu as détruit ma vie, ai-je répliqué. Tu as paniqué et transformé ton propre frère en monstre? Ses épaules tremblaient. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je croyais que tu n'irais et que les gens oublieraient, que j'obtiendrais un peu de pitié jusqu'à ce que je m'en sorte. De la pitié, ai-je répété. Tu en as eu, oui. Tu as eu une maison pleine de gens qui t'aimaient, te protégeaient, faisaient des fêtes pour toi pendant que je dormais dans une voiture derrière une station-service. Elle a plaqué ses mains sur son visage. Je sais. Je sais ce que j'ai fait. Vernon. Elle s'est arrêtée, la gorge serrée. Vernon, c'était l'homme qui m'a vraiment mise enceinte, a-t-elle dit entre deux sanglots. C'était un dealer. J'ai couché avec lui une fois. Quand je lui ai parlé de la grossesse, il a ri. Il m'a traité de folle. Il a dit que si j'ouvrais la bouche, il disparaîtrait. Et il a disparu. J'ai paniqué. Alors, je t'ai accusé. Parce que tu étais là. Je la regardais simplement. Je ne ressentais plus de colère. Juste un vide froid. Tu as ruiné ma vie, ai-je murmuré. Tu as une idée de ce que tu m'as volé? Ma famille, ma petite amie, mon nom. Tu as fait de moi un monstre. Tu m'as appris à avoir peur de faire confiance à qui que ce soit. Elle pleurait, s'essuyant le nez avec sa manche. Je pense à toi tous les jours ici, a-t-elle soufflé. Je me déteste pour ça. Je ne dors plus. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois ton visage cette nuit-là. Parfait, ai-je répondu d'un ton sec. Tu devrais le voir. Et ne jamais cesser de le voir. Elle a levé les yeux, désespérée. Il y a autre chose, ma fille. Ils ne lui ont jamais dit la vérité. Je suis resté immobile. Ma mère a dit que ce serait trop confus de changer l'histoire maintenant. Alors, elle croit toujours que c'est toi. Je la fixais, abasourdi. Même après tout ça, le mensonge vivait encore. Anne a hoché la tête, épuisée. Ils disent qu'elle est trop jeune pour comprendre. Que avouer la vérité ne ferait que rouvrir de vieilles plaies. Ils préfèrent garder le mensonge plutôt que d'affronter ce qu'ils ont fait. Elle parle de toi, parfois. Elle a vu de vieilles photos, d'avant tout ça. Elle demande pourquoi tu n'apparais jamais. Cette partie m'a fait plus mal que toutes les autres. Quelque part, il y avait un enfant, pas le mien, qui grandissait en croyant au même mensonge qui avait détruit ma vie. Je me suis levé brusquement. Le bruit a résonné dans la salle. Quelques personnes se sont retournées. Tu n'as pas le droit de me dire ça, ai-je dit. Ne me jette pas ça maintenant, comme si c'était quelque chose que je pouvais réparer. Elle a tendu la main, tremblante. Pardon, Jackson. Vraiment. Je ne peux pas réparer. Je voulais juste que tu saches. Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. Ni soulagement. Ni paix. Seulement la fin de quelque chose. Tu m'as volé 10 ans,
ai-je murmuré. J'espère que tu ne passeras plus jamais une seule nuit tranquille. Elle pleurait tellement qu'elle pouvait à peine parler. Je le mérite. Tout ça. Je me suis penché légèrement, la regardant droit dans les yeux une dernière fois. Oui. Tu le mérites. Puis je me suis tourné et je suis parti. Les gardiens ont ouvert la porte sans un mot. Je suis monté dans mon pick-up et je suis resté là, les mains crispées sur le volant, fixant la clôture devant moi. Je croyais que je me sentirais libre après l'avoir vu, comme si j'avais gagné, d'une certaine façon. Mais non. Il n'y avait pas de victoire. Seulement de l'épuisement. Certaines choses ne se réparent pas, même quand la vérité éclate. Certaines fissures restent, même quand on ne s'en soucie plus. Mais, en démarrant le moteur et en quittant le parking, j'ai compris quelque chose. Partir. Sans pardonner. Sans exploser. Juste partir. C'était une autre forme de puissance. Pour la première fois, je ne me suis pas senti effacé. Je me suis senti clos. Un an s'est écoulé depuis cette visite en prison, et la vie s'est enfin remise en place. J'ai vendu ma vieille maison et en ai acheté une nouvelle, modeste, à la périphérie de la ville. 3 chambres, un jardin clôturé, rien de luxueux, mais elle m'appartenait. Chaque mur, chaque clou payé avec le fruit de mon travail. Et puis il y a eu Rachel. Je l'ai rencontrée grâce à un client. Elle était graphiste, venue refaire le logo de l'entreprise. Je n'avais pas prévu de m'impliquer avec qui que ce soit, mais elle avait une tranquillité différente. Elle n'a pas posé trop de questions sur mon passé. Elle s'est contentée de dire. Quoi que ce soit, tu n'es plus cet homme-là. Cela fait 1 an que nous sommes ensemble maintenant. Elle a emménagé avec son chat et moi, j'ai adopté un chien de refuge nommé Edgar. Entre nous 3, Rachel, Edgar et moi, la maison semblait enfin vivante. Travail, amour, paix. Pour la première fois depuis des années, tout était à sa place. Mais un matin ordinaire, une enveloppe est arrivée par la poste. Sans expéditeur. Mon estomac s'est contracté immédiatement. Je pensais que c'était encore une lettre d'excuse de ma famille. Mais en l'ouvrant, le nom à l'intérieur m'a figé. David Canderson. Le deuxième homme qu'Anne avait accusé. L'écriture était ferme, droite, nette. Monsieur Winter. Je lance une action civile contre Anne pour diffamation et préjudice moral. Vous méritez, vous aussi, cette justice. Mon avocat pense que votre témoignage pourrait aider les 2 parties. Si vous êtes intéressé, appelez-moi. J'ai lu 2 fois. Puis, ce même après-midi, j'ai appelé. Nous nous sommes rencontrés dans un café le lendemain. Il avait à peu près mon âge, peut-être un peu plus. Il m'a serré la main comme si nous étions de vieux amis. C'est étrange, hein, a-t-il dit. Être lié à quelqu'un à cause de ce qui a détruit nos vies. Oui, ai-je répondu. Mais au final, on a survécu. Nous avons parlé presque 1 heure, revivant chaque détail. Quand il m'a demandé si je voulais me joindre à la procédure, je n'ai pas hésité. J'en suis. Le procès a duré des mois, mais cette fois, je ne me suis pas enfui. Je ne me suis pas caché. J'ai comparu au tribunal. Je me suis assis en face d'Anne. J'ai dit la vérité, calmement, avec fermeté, sans colère. Je ne l'ai même pas regardée pendant que je parlais. Les avocats ont tout présenté. Les fausses accusations, les manipulations, les dégâts psychologiques. Les preuves qu'elle avait recommencé, encore une fois. Quand le juge a rendu son verdict, la salle est restée silencieuse. En sortant du tribunal, j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié. La légèreté. Ma réputation était enfin réhabilitée. Mais c'était plus que ça. C'était comme si le fantôme qui m'avait suivi pendant 10 ans venait de disparaître. Pour la première fois, mon nom n'était plus enseveli sous la honte. Il apparaissait à côté de mots comme vérité, justice, rédemption. Puis le dernier message est arrivé. Il était tard, presque minuit. Je terminais quelques factures au bureau quand le téléphone a vibré. Numéro inconnu, même indicatif que ma ville natale. J'ai failli ignorer. Mais l'appel est allé sur la messagerie, et, pour une raison que j'ignore, j'ai écouté. Fils, c'est ton père. Je ne sais pas si ce numéro est encore le tien. Ta mère l'a trouvé en ligne. Je n'ai plus beaucoup de temps. Les médecins disent que c'est un cancer. Stade 4. Je ne veux rien, je te le jure. Je voudrais juste te voir une dernière fois, avant qu'il ne soit trop tard. Le message s'est terminé par un long silence. Et un souffle tremblant. S'il te plaît, pardonne-moi. J'avais tort. S'il te plaît, fils. Je suis resté à regarder le téléphone un moment. Puis j'ai appuyé sur « Lecture » encore une fois. Et ensuite, je l'ai supprimé. Pas par colère.
Ni par vengeance. Par rien du tout. Je me suis souvenu de la nuit où il m'avait frappé. De son regard. De la façon dont il m'avait dit que je n'étais plus son fils. Je me suis souvenu de moi, dormant dans la voiture derrière une station-service. Le goût du sang et de la pluie dans la bouche. Il avait choisi sa vérité. Et moi, je choisissais la mienne. J'ai murmuré pour moi-même. Ils m'ont jeté dans le froid une fois. Maintenant, je répare celui des autres. Ironie, j'imagine. Ironie, et paix. Ils m'ont effacé une fois. Mais je me suis reconstruit. Et cette fois, mon histoire se termine à mes propres conditions. Ferme. Silencieuse. Et toujours en avant. Commentaire Monsieur Reddit. Certains disent que le pardon libère l'âme. Mais parfois, le vrai pardon, c'est simplement refuser de replonger dans la douleur. Jackson n'a pas eu besoin de revanche, il a eu besoin de silence, de dignité, et d'un nouveau nom. Et dans ce silence, il a enfin retrouvé sa paix.